Merci beaucoup Arnaud. 22 heures sur France 2. Les résultats, les estimations de ce premier tour de l'élection législative, des élections législatives, 32,2%. C'est le score de La République En Marche et du Modem lors de ce premier tour. Côté républicain, 21,5%. Le Front National à 14%. La France Insoumise à 11%. Et du côté du Parti Socialiste, avec le PRG, avec les divers gauches, 10,2%, du côté du Parti communiste, 3%. Ce qui nous donne traduction en sièges et en fourchettes. Entre 390 et 430 sièges pour La République En Marche avec le Modem. Entre 85 et 125 sièges pour les Républicains et l'UDI. Entre 20 et 35 sièges seulement pour le Parti Socialiste et ses alliés. De 3 à 10 sièges pour le Front National. Et entre 11 et 21 sièges pour la France Insoumise et le Parti communiste français. Voilà pour les projections en sièges. 22 heures, effectivement, sur France 2. Le point sur les résultats en détail avec cette première information. C'est effectivement Jean-Christophe Cambadélis qui serait battu. On va retrouver Nathalie Saint-Cric et Guillaume Darey. Vous avez quelques résultats et des résultats très intéressants. Voilà, comme serait battu également François Lémy, qui est dans la circonscription de Pierre Mauroy, qui ne pourrait pas accéder au deuxième tour. Un résultat concernant Jean-Michel Fauvert, et on est dans la 8e circonscription de la Seine-et-Marne. C'est l'ancien patron du RAID. Et écoutez, il atteint 42,1%. Et le sortant, qui était socialiste, Édouard Dory, on ne le voit pas sur ce panneau, est en 5e position. Il atteint péniblement le score de 10,3. Ça semble bien parti pour Christian Jacob dans la 4e circonscription de Seine-et-Marne. Le patron des députés, les Républicains, en tête, 32,4% au second tour. Il affrontera le candidat de La République En Marche. Toujours en Seine-et-Marne, Franck Riester, député de droite mais Macron compatible, se retrouve en tête avec 39,9%. Il affrontera au second tour le Front National Geoffrey Bollé. Il se trouve plutôt dans une bonne position donc pour le second tour. Et dans la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, le communiste André Chassaigne est en tête assez nettement, 34,9% des voix ce soir. Là aussi, il affrontera au second tour le candidat soutenu par Emmanuel Macron, Sébastien Gardette, 29,3%. Et je reste encore en Seine-et-Marne, désolé, c'est pour la 3e circonscription. Concernant Yves Gégaud, le centriste qui était également Macron compatible, il obtient un score de 40,2%. Il sera au deuxième tour face au Front National, Aymeric Durox, qui obtient 20,4% des voix. Voilà, il n'avait pas de candidat de La République En Marche. Absolument. Face à lui. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Guillaume. On va avec Léa maintenant passer au débat. Oui, la parole à une autre Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate LR dans la 2e circonscription de Paris. Quelles sont les tendances, les résultats partiels chez vous? Est-ce que vous les avez? Permettez-moi de dire un mot sur la situation nationale. On a une vague, La République En Marche. Les Français ont voulu donner une majorité au président de la République. C'est fait. C'est fait. Il va y avoir plus de 400 députés. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui pour ce second tour, c'est est-ce qu'ils veulent aussi qu'il y ait quelques voix libres et indépendantes à l'Assemblée nationale? Ce que je recommande. Et je défends pour ma part une ligne à la fois constructive et exigeante. Je la défends dans la 2e circonscription de Paris. Alors vous me posez la question de la 2e circonscription de Paris. Eh bien écoutez, contrairement à ce que nous promettait un sondage il y a quelques jours assez sévère, on fait aujourd'hui, quand on additionne en fait les voix de la droite et du centre, parce qu'il y avait quelques dissidences. Quand on les additionne, on fait aujourd'hui jeu égal avec le candidat de La République En Marche. Autrement dit, c'est possible. C'est possible si tous les électeurs qui ont envie que finalement ce ne soit pas une assemblée monocolore à force d'être homogène se mobilisent. Pardon de vous demander de préciser, je ne sais pas si vous les avez, mais quand vous additionnez, parce que vous avez deux candidats dissidents de droite, les bureaux de vote ferment à 20h. Vous ne savez pas si vous êtes en tête ou en second, vous ne savez pas. Si, je le vois suivant les tendances. Je suis en tête. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce qu'on ne les a pas encore. Mais ce que je vous dis là, les grands rapports de force, c'est la réalité. C'est-à-dire que si on se rassemble et si tous ceux, je le redis, qui veulent qu'on puisse entendre encore des voix libres et indépendantes à l'Assemblée se rassemblent, c'est aujourd'hui possible. J'ajoute une dernière chose, c'est quand je vois les résultats sur Paris, c'est même peut-être une des seules possibilités d'avoir un député de la droite et du centre à Paris, ce qui a son importance quand même pour maintenir une opposition face à une maire de Paris, Anne Hidalgo, qui déçoit de plus en plus les Parisiens. Benjamin Griveaux, vous entendez Nathalie Kosciusko-Morizet, vous aussi vous êtes candidat à Paris, et vous entendez cette petite musique, ce n'est pas bien, ce qu'elle dit, ce ne serait pas bien
qu'un seul parti ait les pleins pouvoirs, qu'elle ait une majorité trop dominante à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique qu'on entend de plus en plus ? Qu'un seul parti caporalisé et monolithique, effectivement, ça n'est pas souhaitable. Mais quand on regarde le profil des candidats de La République En Marche, quand on regarde de la moitié de nos candidats qui sont issus de la société civile, qui n'ont jamais exercé de mandat, ce sont des femmes et des hommes qui, demain, auront leur part de liberté, auront leur expertise dans l'analyse. Et ils seront tout, sauf dans la caporalisation des esprits qui ont sans doute un peu marqué, et Nathalie Kosciusko-Morizet l'a vécu au sein de son propre parti, eh bien, les modes de fonctionnement des 20 dernières années. Ça n'est pas cela. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il n'y aura pas de majorité godillotte, Vous aurez des députés très exigeants parce que ce sont des députés, femmes et hommes, qui viennent de secteurs très différents, de milieux socio-professionnels différents, et qui vont pouvoir, demain, faire part de leur expertise donc sur vous certains acceptez sujets, les frondeurs en interne avant l'heure. à n'en pas douter, et avec plus de talent, sans doute aussi, que des professionnels de la politique qui font ça depuis 25 ou 30 ans. C'est vive la fronde déjà au sein de votre propre majorité. Ce n'est pas cela. C'est que, simplement, il faut reconnaître que les candidats que nous avons présentés représentent la diversité de la société française, non, je pense et que pas, c'est sans doute moins le cas que ce qui a été la règle ces 20 dernières années dans les deux grands partis. Une précision avec Brice Teinturier. On entend beaucoup parler depuis tout à l'heure de cette idée d'un parti unique, ultra-dominant, etc. Je voudrais juste rappeler que si La République En Marche obtenait entre 400 et 430 sièges, ça lui donnerait environ 71-75% des sièges au sein de l'Assemblée nationale. Eh bien, en 2002, la droite en avait 69%, en 93, la droite en avait 85%, en 81, la gauche 68%, en 68, la droite et les gaullistes 81%. Je veux dire par là que ce n'est pas nouveau. Donc ça n'a pas un effet finalement mécanique des institutions. Il y a un effet mécanique d'entraînement. Alors évidemment, ensuite, tout dépend du comportement de cette majorité. Mais l'idée que la majorité soit dominante à droite n'est pas une spécificité de ce soir, sachant qu'il n'y a pas encore eu le second tour. On a déjà connu ça extrêmement souvent pour la droite et pour la gauche. Et la seule vraie nouveauté, depuis le début de la Ve République. C'est qu'il y a un taux d'abstention qui fait qu'il y a un Français sur deux qui se soit. C'est ça la vraie spécificité. Attendez Nathalie, parce que Daniel Simonet n'a toujours pas parlé. Donc je voudrais vous donner la parole. Je vous ai vu tiquer sur ce que disait Benjamin Oui, Griveaux. sur plusieurs aspects. D'abord parce que la diversité, soi-disant, des candidats de La République En Marche, en fait, ils viennent tous des CSP+, en écrasante majorité, et on remarque dedans un bon nombre de candidats et candidates issus des lobbies. Voilà, donc c'est pas du tout une diversité à l'image de la société. Mais surtout, le fait marquant politique, c'est qu'on est dans une crise démocratique majeure. On voit bien la Ve République est complètement à bout. Quand on a de quel lobby, madame? Parce que je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est ce que vous avez fait pendant l'élection présidentielle. Quand on a plus de 50%, en permanence. De quel lobby? Il faut les nommer, Daniel Simonet. Je vais vous dire. Nommer les lobbies. Je vais vous parce dire que ça qu'il y a un suffit, certain cette nombre de petite candidats. musique insidieuse. Cette petite musique parce que je ne vous ai pas. Parce que je ne vous ai pas insulté, madame Simonet. Vous avez du mal. Vous insultez des gens qui se sont engagés avec sincérité en les accusant de travailler pour des lobbies. C'est insupportable. Voilà, vous avez fait ça pendant la campagne présidentielle, ça ne nous a pas porté bonheur. Je vous invite à parler de votre projet. Parlez-nous de votre projet plutôt que de parler des autres. Non, mais vous pouvez me laisser m'exprimer. Donc il y a à la fois dans ce gouvernement et à la fois dans les candidatures de En Marche, beaucoup d'hommes et des femmes qui viennent de directions de grandes entreprises. Je ne pense pas simplement à Areva, qui est quand même le symbole du lobby nucléaire le plus marquant et qui occupe carrément le poste de Premier ministre. Mais il y a un bon nombre d'articles qui ont montré toute la diversité lobbyiste qu'il peut y avoir dans les candidats En Marche. Je vous enverrai les articles là-dessus. Mais surtout, on a une crise profonde de la Ve République, où on voit bien que tout est fait pour cette monarchie présidentielle, pour l'élection du candidat à la présidentielle. Et puis ensuite, on a eu le droit à une telle macromania que bon nombre de Françaises et de Français, presque 1 sur 2, ont considéré que les élections législatives n'avaient plus cette importance. Et finalement, ils auraient pu voter pour vous. Ils auraient pu voter pour vous. Même si En Marche a fait un énorme score, si vous ramenez ça au nombre des inscrits, il y a 15% des inscrits qui ont voté pour En Marche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour casser le code du travail, qui va amener une aggravation de l'inversion de la hiérarchie des normes, occasionnant finalement le primat du contrat de travail sur les conventions collectives pour baisser les salaires. C'est ce qui attend les Françaises et Françaises. Pour une irresponsabilité écologique, avec notamment le CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada, qui va permettre la remise en cause des normes environnementales. Et dans ce contexte-là, eh bien moi je suis fière
du score que nous avons fait. Parce que dans un contexte extrêmement difficile, eh bien, cette nouvelle force citoyenne que nous incarnons, la France insoumise, eh bien, nous avons fait presque le double des voix de 2012. Pardon, vous avez fait nettement moins que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Bien évidemment, avec une abstention massive qui a touché l'ensemble des composantes. Mais nous avons fait presque le double de voix des élections législatives de 2012. Donc, il y a une résistance et un espoir nécessaire. Là, nous avons une semaine pour convaincre, parce que nous sommes la première force d'opposition écologiste et sociale de ce pays. Alors, dimanche prochain, allez les gens, faut y aller. Benjamin Griveaux, je voulais juste comprendre, pour vous, ça serait une vraie bonne nouvelle qu'une femme politique comme Nathalie Kosciusko-Morizet ne soit pas à l'Assemblée nationale? Juste, quelquefois, j'ai du mal à comprendre. Pour Benjamin Griveaux, personnellement, c'est sûr, lui, il veut faire la municipale de Paris en 2020. C'est le procès d'intention qui m'est fait par question personnelle et au-delà de vous. C'est le procès d'intention qui m'est fait par Mme Hidalgo et Mme Kosciusko-Morizet depuis 15 jours ou 3 semaines, parce qu'elle ne parle pas de projet. Elle ne parle pas de projet. Vous cherchez à régler vos comptes sur la législative. Elle ne parle que de règlement de compte personnel, mais parce que vous avez sans doute passé trop de temps, Mme Kosciusko-Morizet, chez les Républicains. Je vous invite à vous inspirer des pratiques de La République En Marche. Et donc, ça n'est pas ça. C'est que Gilles Legendre est un excellent candidat dans cette deuxième circonscription de Paris. C'est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle remplie, qui est l'incarnation de ce que La République En Marche a promu depuis le commencement, depuis le fondement de ce que nous avons engagé au mois d'avril dernier. Et donc, ça n'est pas pour éliminer un tel ou un tel, c'est simplement que nous avons des candidats qui ne sont pas moins légitimes que des personnalités politiques respectables, et c'est votre cas, mais qui sont là depuis un certain temps et qui, désormais, doivent faire face à des gens issus de la société civile. Un mot et ensuite on va partir justement à la mairie de Paris avec Maryse Burgot. J'ai souvent, parce que je pensais que c'était juste et que c'était mes convictions, exprimer une voix, fait entendre une voix un peu différente dans ma propre famille politique. J'ai souvent pris des positions qui sont parues un peu avant-gardistes. Je sais toute la difficulté qu'il y a à le faire quand on a un petit peu d'expérience politique. Et je vous dis une chose, ces 400 députés nouveaux auxquels on demande d'abord, parce que c'est ça qu'on leur demande d'abord chez En Marche, la discipline de vote, ils seront pour certains sûrement formidables, mais non, ça n'est pas un espace de débat. Et non, ça ne fera pas des voix libres et indépendantes. Et moi, je crois qu'on a besoin de ça à l'Assemblée nationale. On a besoin des gens qui peuvent dire oui quand il y a un bon projet de loi, parce que leur oui a de la valeur, parce qu'ils peuvent aussi dire non. Vos candidats, ils vont voter la loi de moralisation de la vie publique. C'est une bonne chose. Je ne vous ai pas interrogé sur votre liberté et votre indépendance lorsque vous avez récupéré la circonscription de François Fillon. Moi, je crois qu'on a besoin de ça. Vous savez, ne parlez pas au nom de nos candidats. Ce sont des gens parfaitement respectables, madame. Je parle en mon nom et j'exprime des choses. Alors, je comprends que ça soit désagréable, mais non, ça n'est pas du tout, au contraire. J'exprime un point de vue différent du vôtre. Il faut vous habituer. Je n'ai jamais eu de mot désagréable à votre endroit, madame. J'exprime un point de vue différent du vôtre. Vous voyez, moi, j'ai répondu à l'appel à la main tendue d'Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire un truc. La main tendue et le garde à vous, c'est pas le même geste. Pardon, j'ai fait une école militaire, je connais un peu. Et ben, la main tendue et le garde à vous, c'est pas la même chose. Alors, la main tendue, oui. Le garde à vous, non. En fait, votre colère, pardonnez-moi pour que les gens comprennent, votre colère, c'est que vous avez répondu oui à la main tendue d'Emmanuel Macron et en fait, vous avez continué à avoir un candidat En Marche face à vous. C'est-à-dire, vous attendiez peut-être à ce qu'il retire le candidat En Marche, c'est ça? Léa Salamé, moi, je veux avoir mon autonomie. Je pense que autant je trouve que, comme beaucoup de Français, on a perdu 5 ans avec Hollande. On ne peut pas à nouveau perdre 5 ans. Donc, il faut donner sa chance à Emmanuel Macron. Il ne faut pas bloquer à l'Assemblée. Il y a des bons projets de loi qu'il faudra voter. Je pense que sur le travail, ça va être bien ce qui va être fait. La moralisation de la vie publique, ça va être fait. Mais ça ne veut pas dire oui à tout. Et pour ne pas dire oui à tout, il faut avoir de l'autonomie. Il faut pouvoir avoir de l'indépendance. Ce que je dis, c'est que ces voix libres et indépendantes, il faut qu'on puisse les entendre demain à l'Assemblée nationale. Et ça dépend des électeurs. Que cette autonomie, elle pourrait aller jusqu'à sortir de votre famille politique, qui est aujourd'hui les Républicains? Oui. Les partis politiques, ils sont en crise aujourd'hui. Et ils seront demain en reconstruction. Ce qui est certain, c'est que moi, cette droite moderne, ouverte, progressiste, pro-européenne, que je cherche à faire entendre la voix, que je cherche à incarner depuis des années, parti ou pas parti, elle continuera à exister. Les partis, c'est des espaces d'expression. Il faut qu'ils entendent ça chez En Marche. Donc, vous continuez au sein des Républicains? Quand ça devient des barreaux, quand ça devient des cellules, il faut en sortir. Donc, moi, ça veut dire ce que je veux, c'est faire entendre cette voix. Faire entendre dans le cadre d'un collectif. Je pense que le collectif, il devra se réformer, ça fait aucun doute ce soir. Se réformer, c'est pas la même chose que sortir. Juste, est-ce que vous restez au sein des Républicains? Non mais
bien sûr que je reste au sein des Républicains. Je pense que les Républicains vont se transformer. Je pense que les Républicains, aujourd'hui, laissent entendre plusieurs sensibilités. Je pense qu'ils vont se transformer. Ce n'est pas du tout le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est est-ce qu'on veut ou pas encore avoir du débat à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on veut encore qu'il y ait de la liberté qui s'exprime dans l'Assemblée nationale? On a entendu votre propos. Laurent, en information concernant Benoît Hamon, qui annonce ce soir qu'il serait éliminé. On attend la confirmation dans un instant. Mais d'abord, direction l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, pour faire le point justement sur la mairie de Paris, la 11e circonscription dans la capitale. Et on retrouve Maryse Burgot qui est sur place. Bonsoir Maryse, avez-vous différents éléments, par exemple concernant Marielle de Sarnez qui était opposée à Pascal Cherki, je crois, dans la 11e circonscription? Oui, Marielle de Sarnez, on a des résultats encore partiels, mais la centriste, ministre chargée des Affaires européennes, arrive largement en tête avec 40,71% des voix, loin devant l'avocat Francis Spinner qui obtient 17% des voix pour les Républicains. Autre résultat pour Benjamin Griveaux dans la 5e circonscription de Paris. Il est sur notre plateau, cela va beaucoup l'intéresser. Il arrive loin devant Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, puisque Monsieur Griveaux obtient 41,74% des voix, loin devant aussi Seba Dagoma qui obtient 12,8% des voix. Merci à vous, Maryse Burgot. Un commentaire sur votre score, Benjamin Griveaux? Écoutez, c'est un score important de premier tour. Moi, je veux remercier les électeurs qui ont fait confiance dans ce premier tour. Et puis, évidemment, les mobiliser très fortement dans cet entre-deux tours, parce qu'il y a un second tour. Et ce soir, on a beaucoup annoncé des majorités à 400, 430. Il ne faut pas oublier qu'il y a un second tour la semaine prochaine et que le mouvement doit être amplifié. Rien n'est joué, c'est ce que vous dites ce soir. On part retrouver Benoît Gadret à Lyon à présent. Quelle est la tendance, quelles sont les tendances ce soir pour l'ex-ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, candidate dans le Rhône? Mais écoutez Léa, concernant des résultats partiels qui portent sur 70 des 79 bureaux de cette circonscription de Villeurbanne, eh bien c'est le candidat de La République En Marche, Bruno Model, qui arrive largement en tête avec environ 36% des voix. En deuxième position, Najat Vallaud-Belkacem, qui pour l'instant est autour de 16,5%, juste devant le candidat de la France Insoumise. Donc pour l'heure, on s'oriente vers un duel entre Bruno Model et Najat Vallaud-Belkacem pour le second tour, avec un ballotage très favorable pour le candidat de La République En Marche. Merci à vous, Benoît. Et puis je vous rappelle donc cette information, le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, serait donc battu. Il serait éliminé ce soir dans sa ville de Trappes. On vous donne les résultats confirmés dès qu'on les reçoit. Laurent, c'est à vous. 22h17, un nouveau point avec nos éditorialistes. Vous allez les retrouver non pas sur France Inter, mais sur Europe 1. Et si Inter, Thomas Legrand, on va le retrouver demain matin sur France Inter et Natacha Polony sur Europe 1. Donc effectivement, tout le monde ne part pas à Europe 1. Natacha Polony, est-ce que la France souffre de macronite aiguë? Est-ce grave, docteur Polony? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour amplifier un phénomène énorme. Parce que quand même 51% d'abstention, c'est absolument majeur. Ça veut donc dire qu'il y a toute une part des Français qui font en tout cas de l'objection de conscience macroniste, qui n'ont pas voulu aller voter pour Emmanuel Macron, mais qui ne se reconnaissent pas dans les oppositions qu'ils ont en face et qui sont en déshérence. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de l'électorat français qui est orphelin aujourd'hui. Et ces gens-là vont chercher une représentation simplement. Là, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'ils l'auront. C'est nouveau à ce point-là? Oui, c'est très nouveau, parce que là, quand on voit les chiffres, quand on explique entre 400 et 450 députés pour La République En Marche, il faut y ajouter une partie des députés des Républicains qui vont voter comme La République En Marche, et la majorité des députés des Républicains partagent les options économiques de La République En Marche. Or, le premier tour de la présidentielle nous a montré qu'il y avait toute une part des Français qui ne partageaient pas cela. Emmanuel Macron a fait 24%, François Fillon, si on l'ajoute, a fait 19%. Ça ne fait pas une majorité. Les autres n'auront pas de voix. Les autres ne se feront pas entendre. D'un point de vue démocratique, c'est problématique, d'autant plus que si on a lu Montesquieu, la séparation des pouvoirs, c'est important. Là, le législatif sera entièrement subordonné à l'exécutif. C'est tout de même gênant en termes démocratiques. Docteur Legrand, le même diagnostic finalement. Effectivement, le pays ne souffre pas de macronite aiguë. Et puis deuxième question, sur ceux qui
sont pas venus voter. Les souverainistes, les mélenchonistes en partie, les communistes, on a vu une forme de rejet du système politique et même de la démocratie. Ils ne sont pas venus voter, donc ils ont laissé. Ils ne sont pas venus voter, sachant que La République En Marche était quand même en tête, ça s'est beaucoup dit, c'était dans les sondages, ils ne sont pas venus voter, donc ils ont quand même, soumis. Ils ont quand même laissé La République En Marche gagner. Elle va gagner dimanche prochain, très certainement. Et on dit beaucoup 400 députés, ça représente 71% de l'Assemblée, ça c'est déjà vu. C'est vrai que ça c'est déjà vu. À chaque fois, la dernière fois, il y avait quand même l'UDF et le RPR, il y avait 2 partis. Et puis c'était d'un côté, alors que là c'est central. Donc il n'y a pas d'opposition des deux côtés, il n'y a plus d'opposition. Et donc on a vraiment l'impression que les Français utilisent En Marche pour remplacer leur personnel politique, le remplacer complètement, leur personnel politique. Emmanuel Macron et En Marche, c'est l'incarnation de finalement... On n'est pas dans une alternance. Vers on avait l'habitude de l'alternance, on était un petit peu hypnotisé par ce balancier gauche-droite. Ça, c'est pas une alternance, c'est un remplacement. Et c'est très impressionnant. Ça pose aussi un problème. Je pense qu'on est au bout d'une logique, non pas de la Ve République, parce que le mode de scrutin peut être changé et peut même être cohérent dans le cadre de la Ve République. Et là, 31% ou 32% qui font 71%, dans ce cadre-là, je pense que c'est plus tellement supportable. Je ne sais pas comment vont s'organiser les débats. Il ne faut pas oublier que le Parlement est là pour contrôler l'exécutif. C'est quelque chose de Montesquieu, d'ailleurs. C'est quelque chose de très important. Natacha Polony, la gauche va devoir se réinventer. Le Front National va peut-être devoir, en tout cas, se parler et apprendre à se reparler. Les Républicains vont devoir se réinventer. Finalement, il y a un parti monolithe qui est encore en place. Le reste, c'est du chamboule-tout. Et tout ça est à régénérer. Je pense que là, on est au départ de quelque chose pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce que pourrait être la présidence d'Emmanuel Macron. Et en revanche, du côté des macronistes, là, la question, ça va être ce que sera cette assemblée avec des novices, des gens qui ne connaissent pas la politique, certains qui vont vouloir exprimer leur personnalité en pensant que la démocratie participative existe. Or, ce n'est pas exactement dans ce cadre-là qu'ils ont été désignés candidats. C'est par, au contraire, une commission d'en haut. Ce n'est pas du tout de la démocratie participative. Donc ça risque de créer des ambiguïtés, des ambivalences. La question là-dedans, c'est celle de la représentativité de l'ensemble du pays. En un mot, pas de révolution la semaine prochaine. Les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne peuvent pas changer, mais il y a quand même... Là, on parle beaucoup de mécanique, et c'est une mécanique importante, c'est la démocratie. Mais il y a quand même un message. Et il a un message politique, Emmanuel Macron. Et les candidats macronistes ont un message politique qui est quand même une sorte de allez, il faut avancer, il faut être optimiste. Il y a cette chose-là qu'on peut analyser aussi, qui est importante. Et une partie des Français observent cela en disant « pourquoi pas, on va regarder ». Même les abstentionnistes, s'abstenir ou voter blanc, c'est laisser faire. Donc... il y a un mouvement politique qu'il faut analyser et qui est important, me semble-t-il. Merci à tous les deux. À vous, Léa. David Rachlin, qui n'a pas encore réagi ce soir. David Rachlin, ancien directeur de campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen et le Front National qui ferait un peu moins de 14% ce soir. Est-ce que vous êtes déçu ? Non, je ne suis pas déçu parce qu'il y a une campagne de second tour qui va durer une semaine et qui va permettre aux Français de voir les choses de manière extrêmement claire. Il y a aujourd'hui la constitution en cours d'un parti unique où les candidats du système sont alliés. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils se désisteraient les uns en la faveur des autres. Et puis, il y a ce pôle patriote que nous souhaitons incarner à l'Assemblée nationale parce que sans nous, il n'y aura pas de véritable opposition. Parce que Mme Kosciusko-Morizet le disait tout à l'heure, M. Estrosi lui-même a dit qu'il fallait que M. Macron ait une large majorité. Ils vont marcher main dans la main avec M. Macron et son gouvernement. J'entends. Si nous ne sommes pas là, il n'y aura donc pas d'opposition. Il faut absolument donc que nos électeurs se mobilisent massivement. Et vous vous en doutez, nous avons été victimes, l'une des victimes de l'abstention massive de ce soir. Nous espérons donc mobiliser nos électeurs. Vous êtes l'une des victimes très claires de l'abstention ce soir, puisque c'est vrai que, peut-être vous pouvez donner un peu une précision, Brice Turé, le Front National paye très fort l'abstention. Oui, parce que 56% des électeurs de Marine Le Pen se sont abstenus à ces élections législatives. C'est un chiffre extrêmement élevé pour le Front National. Et du coup, votre formation aujourd'hui fait à peine mieux qu'en 2012. Alors qu'en 2012, elle avait fait 4 points de moins
qu'au niveau du premier tour de la présidentielle. Et là, elle fait 8 points de moins que le premier tour de la présidentielle. Donc c'est un vrai échec, en grande partie dû à la démobilisation de votre électorat. Et pour poursuivre sur ce que dit Brice Teinturier, pour essayer de comprendre, on a l'impression, si vous me permettez, qu'il y a une dynamique qui s'est cassée au moment du débat de l'entre-deux tours. Qu'à partir de là, vous enchaînez les déceptions. Le score au second tour de la présidentielle et le score ce soir où manifestement une grande majorité de vos électeurs ne se sont pas déplacés. Est-ce qu'il y a un problème au FN ? Moi, je ne le crois pas. Je constate d'abord que nous avons réalisé au second tour de l'élection présidentielle près de 11 millions de voix. C'est un événement considérable puisque jamais notre famille politique n'avait rassemblé autant d'électeurs. Donc, ça a été une étape supplémentaire pour notre mouvement politique et aussi, bien sûr, pour notre leader Marine Le Pen. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas ignorer ce second tour des élections législatives qui va arriver, qui nous sera peut-être l'occasion pour nous de mobiliser davantage, parce que nous avons une voix à faire entendre, cette voix précisément de ces 11 millions d'électeurs qui se sont exprimés au second tour de l'élection présidentielle et qui veulent plus de France et moins d'Union européenne, qui ne veulent pas accueillir tous les réfugiés que M. Macron souhaite accueillir, qui veulent du patriotisme économique, qui ne veulent pas des ordonnances qui vont casser notre système social. Par conséquent, je crois qu'il faut qu'il soit très mobilisé au second tour de l'élection législative. Merci David Rachlin. Merci Léa. On voit derrière vous ces scores ce soir de ce premier tour. La République En Marche, 32%. Les Républicains, 21,2%. 13,9% pour le Front National. 10,9% pour la France Insoumise. Et puis vous le voyez également, le Parti Socialiste avec le PRG, avec les divers gauches qui obtient 10%. Voilà ces résultats au niveau national. On va tout de suite aller un peu dans le détail avec vous, Nathalie Saint-Cric et Guillaume Daret. D'autres résultats. Oui, concernant Juliette Méadel, elle est éliminée. Elle ne sera pas au second tour. C'est donc l'ancienne secrétaire d'État de Bernard Cazeneuve qui était secrétaire d'État aux victimes. Elle ne sera pas au second tour. Et puis il était sur notre plateau tout à l'heure. Thierry Solaire arrive nettement en tête, 42,6% des suffrages dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Un duel de droite, puisqu'au second tour, il affrontera la divers droite Marie-Laure Gaudin qui est arrivée en seconde position, 31,4%. Et puis dans la 3e circonscription des Landes, alors pour être plus précis, c'est la circonscription d'Henri Emmanuelli qui est à gauche depuis 1981. Eh bien c'est la République En Marche avec la candidature de Jean-Pierre Steiner qui est en tête avec 34,2%. Boris Vallaud, l'époux de Najat Vallaud-Belkacem et l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, est en ballotage plutôt défavorable. Il ne recueille que 25,3% des voix. Et puis le résultat dans le détail de Marine Le Pen, effectivement, elle arrive très nettement en tête, 46% des voix dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Au second tour, elle affrontera donc la candidate de la République En Marche, Anne Roquet. À noter que Philippe Kemmel, le socialiste, député sortant, est battu, éliminé dès le premier tour. Dernier résultat dans le Calvados. Dans la deuxième circonscription, le juge Alphen, l'ancien juge Éric Alphen, est en ballotage favorable. Il était pour la République En Marche. Il est crédité de 34,3%. La candidate socialiste du Parti socialiste, Laurence Duban, elle n'obtient que 20,4% des voix. Merci à tous les deux. Il est 22h26. Il nous reste quelques minutes. On va retrouver maintenant l'ami François Langlais. François, une première question avant que je m'assoie. Est-ce que, finalement, Emmanuel Macron, avec cette large victoire, il va avoir tout pouvoir pour aller et avancer dans les réformes économiques qu'il souhaitait ? Oui, bien sûr, ça conforte tout à fait les options qu'il avait prises, et notamment la réforme du marché du travail. Vous savez que c'est la première réforme. Alors, elle est très importante à cause de ses impacts, bien sûr, sur l'emploi, mais aussi symboliquement, parce que si on l'a réussi, évidemment, on peut imaginer que la dynamique est favorable. De ce point de vue, le chantier était bien engagé avant les législatives, avec quelques petits signes d'ouverture de la part des syndicats. C'était attendu de la part de la CFDT, c'est plus surprenant de la part de Force ouvrière, qui semble attentif au processus de négociation. De son côté, l'Élysée avait aussi ouvert la porte, justement, à de vraies discussions, bien qu'il utilise les ordonnances. Et les résultats de ce soir confortent tout à fait le scénario d'une ouverture prochaine de ces réformes avec une loi d'habilitation à la rentrée. Vous le dites, une ouverture prochaine, mais c'est quoi ce calendrier ? C'est quoi le calendrier d'Emmanuel Macron vite dans les prochaines semaines ? Le gros chantier, on l'a dit, c'est la réforme du marché du travail. Aussitôt après, on aura des décisions difficiles à prendre au plan budgétaire. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a indiqué que le déficit ne serait pas conforme à ce qu'avait annoncé l'équipe précédente, celle de François Hollande. Il va donc manquer quelques milliards, il va falloir les trouver quelque part, les couper. On fera ça probablement dans l'été. Et puis, tout au début de l'automne ou à la fin de l'été, c'est là la loi fiscale qui se préparera avec l'augmentation de la CSG, mais aussi la baisse des cotisations salariales. Merci beaucoup, François.
Écoutez, il est presque 22h30, cher Laurent. L'occasion pour nous de vous donner les principales informations et les principaux chiffres à retenir de cette grande soirée du premier tour des élections législatives. D'abord, l'abstention, si vous me le permettez, c'est ça qu'il faut retenir, 51,2%, plus d'un Français sur deux qui n'est pas allé voter aujourd'hui. Et puis, les chiffres pour ceux qui sont allés voter, eh bien, La République En Marche remporte 32% des voix, suivi par les Républicains et l'UDI, 21,2% des suffrages, le Front National, 13,9%, la France Insoumise, 10,9%, le PS et ses alliés, 10% et le Parti communiste, 3,3%. 3,3% également pour les écologistes. Ce qui nous donne en projection, en fourchette, il faut rester prudent, ce qui nous donne entre 415 et 455 sièges pour La République En Marche et le MoDem, entre 70 et 110 sièges pour les Républicains, entre 20 et 30 sièges pour le PS et ses alliés, de 8 à 18 sièges pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le Front National n'obtiendrait qu'entre 1 et 5 députés selon nos estimations. Voilà pour cette soirée spéciale, 22h30, on est à l'heure et ce nouveau basculement de la vie politique. On se retrouvera bien sûr dimanche prochain pour vivre les résultats de ce second tour. Merci à toutes les équipes de la rédaction à Paris et en région. Merci à vous Léa. Merci Laurent. Merci Marie-Sophie Lacaro d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. Merci à vous Brice, merci François, Nathalie, Guillaume. On était très heureux de vous avoir informé encore une fois tout au long de la soirée. En régie, Pascal Doucet-Bon. Merci à Anne-Laure Caillé. Tous les résultats, tout cela vous retrouvez bien évidemment sur franceinfo.fr. Tout de suite sur France 3 également. Et puis vous retrouvez sur France 2. Faites entrer l'accusé, Léa. À très vite, à très bientôt. Passez une belle fin de soirée. Merci à vous. Merci.